L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. À tous les deux. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais juste dire une chose avant de commencer l'entretien. Russell, la prochaine fois, on le fait ensemble si t'en as envie. Je pense qu'il sera volontaire, il y a pas de souci. Ce sera avec grand plaisir. Et sinon, il le Discord. Donc, bien sûr. Donc salut Karim, comment ça va? Merci Salut, pour ta Karim. patience déjà. Je t'en prie, c'est normal. C'est toujours un plaisir d'écouter les autres également. Ouais, c'est cool, c'est bien parce que je sais que c'est vrai que c'est long pour tous les gens qui souhaitent s'exprimer, surtout des jours comme aujourd'hui où il y a vraiment beaucoup de monde qui veut parler. Donc si le temps passe de manière agréable parce que ce que les autres personnes disent est intéressant, c'est bien. Donc du coup, je suis à ton écoute. Tu souhaitais t'exprimer, alors raconte-moi. Du coup, la problématique c'est peut-on dissocier l'œuvre de l'auteur? Personnellement, je suis très sensible à l'invitation de Roland Barthes et de Michel Foucault à considérer l'œuvre indépendamment de son créateur. Seulement, les enjeux éthiques et sociaux rendent cette séparation, je pense, de plus en plus complexe, voire parfois impossible. C'est pour ça que dans un troisième temps, je prendrai l'angle de la cancel culture, qui est à la D'accord. fois radicale et controversée. D'accord. Alors du coup, si je comprends bien, en fait, en gros, de base, t'es plutôt tenté pour partir de l'idée que c'est pas plus mal de séparer l'œuvre de son auteur, mais que il y a des enjeux éthiques, etc., qui font que c'est difficile. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer ça un petit peu plus précisément parce que je suis pas du tout sûr de comprendre ce que tu entends par là. Bien sûr. Je vais prendre deux exemples, celui de l'abbé Pierre, du coup, et celui de Gérard Depardieu. Les limites éthiques pour moi de la séparation revient pour moi souvent à ignorer la souffrance des victimes et à perpétuer une forme d'impunité vis-à-vis de leurs auteurs. Par exemple, pour l'abbé Pierre, qui a été très longtemps, et on a pu le constater, une figure intouchable de la solidarité sociale, et largement accusé aujourd'hui grâce aux enquêtes de Mediapart. D'ailleurs, grand respect au mouvement MeToo. D'agression sur des femmes et des mineurs, faut quand même le dire. Et ça n'empêche pas non plus de continuer à célébrer l'œuvre qu'il a faite pour les sans domicile fixe, pour les personnes qui étaient dans le besoin dans la rue. Mais le faire sans mentionner ces crimes, je pense, reviendrait à effacer la parole des victimes et à banaliser la gravité des actes commis. Pour Depardieu, par exemple, qui est une icône du cinéma français, qui fait l'objet de nombreuses accusations aussi Et puis là, pour le coup, la défense qui consiste à séparer l'homme de l'artiste est vécue, je pense, par beaucoup, encore une fois, comme une négation du vécu des victimes et comme ce qui n'enlève pas le talent ou la célébrité de la personne, mais ne justifie pas pour autant son impunité. Donc, dans ces cas, généralement, la société se retrouve, et même, je pense, chacun d'entre nous face à un dilemme moral. Est-ce qu'on peut admirer ou diffuser l'œuvre d'une personne dont les actes sont condamnables? Et c'est la question de l'éthique. Après, la question des enjeux sociaux qui sont ceux de l'exemplarité et du pouvoir. Oui, je t'en prie. Ouais. Justement, avant de poursuivre un petit peu, du coup, ce que tu dis, c'est que en fait, le problème qui se pose, c'est que, enfin, de ce que j'en comprends, et là, je vais drastiquement résumer les choses, donc pardonne-moi si je les déforme et corrige les déformations, si je transforme trop ton propos. En gros, c'est un des problèmes qui est posé par ça, c'est le fait que, de par son œuvre,
de par leur œuvre, certaines personnalités se trouvent un petit peu immunisées entre guillemets, euh, et que ça invisibilise la parole des victimes, et que c'est ça qui est problématique. C'est un des points qui est problématique en fait, c'est ça? C'est ça, on se retrouve face à un dilemme moral, tu vois, entre l'admiration pour l'artiste et du coup son œuvre, et en même temps euh, le dégoût face à ce qui est arrivé aux victimes, qui sont au final au centre du débat. Et ne pas dissocier finalement artificiellement l'œuvre de l'auteur lorsque celle-ci a finalement servi à masquer ou à faciliter les abus. D'accord, d'accord. Donc oui, en fait, ce que tu évoques, c'est vraiment ce côté de dire, faisons attention de ne pas utiliser cette dissociation parce que parce que pendant un certain temps, ça peut aussi avoir cette œuvre peut aussi avoir servi à masquer euh, les problèmes, c'est ça? Tout à fait. Et quand on voit par exemple quelqu'un comme Emmanuel Macron défendre Gérard Depardieu, ça peut être choquant, tu vois, pour moi. Hmm, hmm. Oui, et du coup, c'est aussi effectivement un problème pour les victimes. Euh, Tout à fait. Et du coup, pour les enjeux Dans ce cas-là, sociaux, oui, excuse-moi. pardon, dans ce cas-là, du coup, c'est quoi pour toi les situations dans lesquelles tu trouves que c'est une bonne chose de séparer et les situations dans lesquelles tu trouves que, bah, en fait, c'est pas une bonne chose de séparer? Comment est-ce qu'on détermine ça? Alors, je le verrai pas comme ça. Ok, C'est pour ça que je voulais en arriver aussi aux enjeux sociaux et à la ok, cancel culture, pour pouvoir vraiment exprimer ce que je pense. d'accord. Et par exemple, sur les enjeux sociaux qui concernent l'exemplarité et le pouvoir, on peut voir que des artistes ou des figures publiques comme Depardieu et l'abbé Pierre sont généralement érigés en modèle pour les jeunes, pour la future génération. Et pourtant, leur œuvre n'est pas uniquement pour Depardieu un objet esthétique et pour l'abbé Pierre un objet politique. Elle porte aussi une forme de dimension symbolique, Mhm, éducative et voire sociale. Et généralement, quand ces personnalités commettent des actes graves, leur statut doit être mis en cause. Tu vois, on peut pas laisser les personnes dans l'impunité. Par exemple, l'abbé Pierre, avec les révélations de ses abus, il a quand même réussi à ébranler l'image de l'engagement caritatif en France. De la même manière que pour Depardieu, où c'est tout un pan du cinéma français qui se retrouve interrogé sur sa culture du silence et de l'impunité. Et, euh, et généralement, on attend de ces figures publiques une certaine cohérence entre leur œuvre et leur comportement. Et dans ce cas-là, l'idée de séparer l'œuvre de l'auteur peut apparaître encore une fois comme un refus de prendre en compte hmm. le pouvoir d'influence et la responsabilité sociale de ces personnalités. Tu vois. D'accord. Et Ouais, est-ce que du coup, c'est intéressant en fait parce que j'ai l'impression, au travers de ce que tu dis, que bon, il y a en fait comme une sorte de problème dont la racine serait le fait qu'on a, en fait, c'est que de base, on a tendance à associer l'œuvre et l'artiste, notamment quand ces choses sont positives, enfin l'œuvre et l'auteur plutôt, quelle que soit mm, cette œuvre. Euh, et que donc du coup, comme on a tendance à établir une forme d'équivalence entre si l'œuvre est fortement vertueuse, c'est que son auteur doit l'être aussi, et que donc du coup ça crée pour l'auteur une forme d'influence sociale, et que cette influence sociale peut pousser à masquer les problèmes que peut poser l'auteur en dehors de ça, parce qu'en réalité, euh, c'est pas nécessaire qu'il y ait une relation aussi forte entre la qualité de l'œuvre et sa vertu et l'auteur en lui-même en tant que personne, c'est ça? c'est ça. Et en même temps, ça ébranle l'image de l'engagement caritatif pour l'abbé Pierre. Et en même temps, le fait d'en parler euh, interroge la culture cinématographique dans son ensemble. Tu vois, Hum, genre hum.
en termes d'image aussi pour ces secteurs qui font partie de la culture française ou de la justice sociale française aussi en prennent un coup, ainsi que tous leurs acteurs. Tu vois, même ceux qui ne sont pas concernés. Et c'est là où j'allais arriver à ta question de est-ce qu'on les cancel ou pas, tu vois, et qui est pour moi une réponse finalement trop radicale et controversée. Et bon, je rappelle à peu près que la cancel culture, c'est le besoin de rendre justice là où les institutions judiciaires ont échoué. Et elle consiste à dénoncer publiquement et à exclure ceux qui ont commis des actes jugés, on va dire, inacceptables, y compris autant des artistes intellectuels, des politiques. Et, euh, et cette pratique, en réalité, elle met en lumière l'impossibilité, dans certains cas, de séparer l'œuvre de l'auteur, tu vois. Annuler une œuvre ou la boycotter un artiste devient en même temps un acte de solidarité avec les victimes et un moyen de pression pour changer les normes sociales. Mais cette logique en même temps pose aussi des questions. Et ces deux questions auxquelles j'ai pas vraiment de réponse, donc c'est un peu des questions à emporter avant l'heure. Qui sont est-ce que le tribunal judiciaire ne doit-il pas finalement primer au tribunal médiatique? Et peut-on effacer tout un pan du patrimoine culturel à cause des fautes de leurs auteurs? Du coup, la cancel culture en elle-même, pour moi, peut conduire à des excès, à la censure, à des jugements hâtifs, à des phénomènes de meute qui peuvent être très dangereux aussi. Mais elle permet en même temps de briser le silence autour de nombreux abus. Ce qui fait que j'ai une position nuancée. D'accord. Donc, je pense que dans certains cas, la séparation est possible. Tu vois, l'œuvre peut dépasser son auteur, porter des valeurs universelles, être réinterprétée indépendamment de la vie de son créateur. Mais dans d'autres situations, je pense que la séparation est impossible ou même parfois indécente. Surtout lorsque l'œuvre sert à masquer les abus ou que l'auteur tire profit de son statut, pour commettre des actes graves et ainsi continuer à célébrer l'œuvre sans tenir en compte des victimes, qui revient finalement pour moi, et c'est uniquement mon sens, à perpétuer cette forme d'injustice. Donc du coup, la réponse pour moi dépendrait à la fois du contexte, de la nature des faits, de l'impact de l'œuvre aussi sur la société. Et pour moi, il s'agit pas de finalement trancher définitivement, mais plutôt d'adopter, on va dire, une posture critique qui soit en même temps attentive à la parole des victimes, aux faits reprochés, et pour être conscient un peu des enjeux, un peu de la mémoire collective. D'accord. Donc du coup, si je comprends bien, en fait, j'ai l'impression que pour toi, tout cet aspect de la cancel culture, c'est un truc un peu à double tranchant qui a d'un côté un avantage de pouvoir signaler des problématiques dans le fonctionnement de tel ou tel milieu qui peut se mettre à couvrir pour protéger l'œuvre et l'artiste des choses, mais en même temps avoir ce problème de se comporter parfois comme une forme de tribunal populaire, et que du coup il faut être assez nuancé, que ça dépend beaucoup de tout un tas de cas de figure, et que dans ces cas de figure il faut prendre en compte les victimes, il faut prendre en compte l'impact de l'œuvre, il faut prendre en compte les comportements concernés, et c'est à peu près ça l'idée? Exactement, mais en même temps, la cancel culture, elle peut faire des dégâts. Elle peut conduire à des excès, à la censure, à des jugements hâtifs, à des phénomènes de meute qui peuvent être très dangereux. Donc, je serais pas aussi radical. D'accord, ouais. Que la cancel culture. Ok. Et donc, du coup, ça veut dire que quelque part, en fait, est-ce que ça veut dire que quelque part, il n'y a pas un certain nombre de pratiques ou de choses qui permettent à ce qu'on appelle la cancel culture d'avoir un effet de signal, et d'autres choses qui deviennent problématiques, et que du coup ça pourrait être une voie d'exploration, de se dire ok,
qu'est-ce qui en fait est intéressant dans ce type de pratique et qu'est-ce qui est problématique dans ce type de pratique et d'essayer de voir si on peut séparer les deux. Alors, oui, je pense pas que la cancel culture soit une solution, Hmm. du tout. Peut-être même qu'elle n'existe pas, vu les dégâts D'accord. qu'elle peut commettre en même temps. Mais je dirais que plutôt que de choisir la censure totale ou le maintien sans remise en question, c'est-à-dire l'impunité, Hmm. excusez-moi, je pense qu'il faut repenser la place de l'œuvre et de son auteur euh, à la lumière, je pense, des récits, des expériences des victimes, ou dans les faits qui sont reprochés à l'auteur ou à l'œuvre. Je pense que c'est une reconstruction du récit de l'auteur et de l'œuvre qu'on doit mettre en place. D'accord, d'accord. Que cela fasse partie de l'héritage culturel. Comme ça, on peut intégrer les paroles des victimes, des violences subies, des injustices, euh, pour leur rendre justice en même temps. Et Ok. tout simplement donner la parole des victimes, intégrer les récits dans l'écriture de l'histoire et de la mémoire Mhm, culturelle, mhm. et contextualiser les œuvres. Je pense que Ok, ce serait la meilleure des solutions. ok. Bah, très intéressant. Ça fait un peu plus de 15 minutes qu'on échange déjà. Je vais passer la parole à mes collègues ProGeeks, Russell et Galactic pour savoir s'ils ont des questions à emporter. Alors, Alors, pas personnellement, de non, et je questions m'en de ai. mon côté. Ouais, moi non plus, je m'en excuse, j'étais la tête dans le chat et j'avais pas l'oreille assez affûtée pour bien écouter, je suis désolé. Je t'en prie, Russell. Non plus, désolé. Ok, ok. Bah, pas de souci. Bah, merci pour cet échange. J'ai pas moi-même de questions à emporter. J'ai trouvé ça très intéressant. Tous les facteurs que tu as évoqués et la nuance que tu apportes sur pas mal de choses. Je trouvais ça vraiment intéressant. Comment ça s'est passé pour toi? Bah écoute, très bien. Moi j'aime bien les entretiens épistémiques. J'ai hésité à faire la formation, mais je crois que j'ai une préférence pour être la personne qui est interrogée et pas Oui. l'interrogateur au Alors, final. Et on j'aime peut bien faire les deux, écouter. hein. Oui, mais je préfère largement avoir ce côté-là. D'accord. Et j'aime bien écouter aussi les avis d'autres personnes qui enrichissent finalement et qui permettent d'apporter beaucoup de nuances que je trouve intéressant. Ok, bah merci. Est-ce que, C'est cool. excuse-moi John Ouais, ouais. d'interagir, Karim, est-ce que je peux reformuler ce que tu viens de dire pour être sûr d'avoir bien compris? Est-ce que Je t'en pour prie. toi, c'est devenu quelque chose d'extrêmement agréable et intéressant de venir questionner le pourquoi du comment de ce que tu penses et aussi écouter pourquoi les autres pensent ce qu'ils pensent, c'est quelque chose de plus agréable plutôt que de questionner, c'est bien ça? Oui, je préférais être questionné et écouter aussi les autres, largement. Bah écoute, là, tu nous fais un cadeau et tu nous fais beaucoup de cadeaux parce que dans le chat, tu nous encourages, tu fais de la pub et tout, et je te remercie pour ça. Mais je sais pas ce que pense ProGeeks, John et tous les autres copains Galactique de ce que tu viens de dire, mais pour nous, c'est quelque chose de précieux. En tout cas, pour moi, ça l'est parce que c'est vraiment ce qu'on essaye de développer et merci beaucoup. Je vais pas te cacher que Ouais. c'est un grand plaisir et c'est enrichissant et même les autres, on va dire événements que vous proposez comme le Spectrum, j'ai pas encore fait celui de McToy que je testerai bien, je les trouve très intéressants et d'utilité publique, je dirais même. Bah Merci à écoute, vous. merci à toi. Et puis, bah, à une prochaine fois. Avec grand plaisir en tout cas, prenez soin de vous et à bientôt.